Donc c'est le troisième cours. J'ai appelé ça chapitre 5 parce qu'on a suivi une répartition en plusieurs petits morceaux. Donc on a parlé beaucoup d'automates au début. Le dernier cours, un peu plus d'expressions régulières, les liens entre eux. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de la notion de langage régulier. Euh, donc il y aura encore deux cours que je vais réserver pour parler de grammaire, de parsing, de transformation. Voilà. Et d'une extension des automates à compteur. Alors, voilà. Donc un petit rappel sur là où je les avais laissés la dernière fois. Donc on avait vu un résultat sur le fait que les langages reconnus par expression régulière étaient inclus dans la classe de langages reconnus par automate. Et ça, c'était la transformation de Thomson qui vous prend une expression régulière et génère de manière compositionnelle, donc en se basant sur la syntaxe des expressions, vous génère un automate qui a de belles propriétés. Il grandit, il n'est pas trop gros par rapport à la taille de l'expression et il permet, voilà, ce qui est là, il permet de reconnaître les mots avec une complexité linéaire. Euh, donc dans la taille du mot. Donc il y a un facteur quadratique qui est lié à la taille de l'automate. Donc ça c'est un exemple de construction. Donc ici on reconnaît A, ici on reconnaît B. Donc ici on a A ou B. Ici il y a une sorte de boîte. Donc on construit des automates qui ont un état en entrée et un état en sortie. Et donc ça c'est une boîte qui va faire l'étoile de ce qui est à l'intérieur. Puis ici on a une autre boîte pour A. Et donc on a un automate qui permet de reconnaître les mots dans l'expression A plus B étoile suivi de A. Donc ça nous permet un peu de clore les équivalences. Donc l'équivalence entre expression régulière et automate. Alors, Thomson est utilisé en pratique, on avait dit, mais ça donne généralement des automates qui sont un peu gros. Et donc il y a une autre méthode qui est utile, que je vais vous présenter, et qui est due à Brozowski, donc un Polonais, qui est basée sur la notion de dérivée. Donc on va voir qu'on peut faire des différentiels de langage, des dérivés, de la même manière qu'on peut faire des dérivés de fonctions. Alors la notion de dérivée, on l'avait vu un peu avant, dans le premier cours. Donc si on me donne un langage L, donc pas forcément régulier, donc n'importe quel sous-ensemble de mots sur un alphabet sigma, okay, je peux définir le langage U-1 de L. Donc ça va être exactement les mots les mots V tels que UV est dans L. Donc là, je vous avais donné la dernière fois un exemple. Je prends une liste de mots. Donc là, c'est des mots du dictionnaire. Et je cherche quels sont les mots dans un préfixe, c'est CON. Et je vais avoir cet ensemble-là. Donc cette définition, vous voyez, elle est ensembliste. C'est une U-1, ça peut se voir comme une fonction qui prend des langages, donc des ensembles dans sigma étoile, et me donne un langage. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fonctions des mots vers les mots? Alors, on pourrait prendre un exemple simple. Imaginons que je prenne un mot U. Je vais définir pour un mot U une fonction qui a tout mot V associe
U concaténé à V. Alors cette fonction, c'est assez simple de voir qu'elle est linéaire. Alors pourquoi elle est linéaire? Parce que je peux l'étendre à des langages. Donc, excusez-moi. Donc je peux prendre une autre fonction. Voilà. Alors, je peux prendre une fonction qui va donc prendre un langage et me donne le langage concaténé à U. Donc ça, je vous rappelle, c'est l'ensemble des mots UV, ou V dans L. Cette fonction-là, elle est bien de sigma étoile dans sigma étoile. Et elle est linéaire. Dans le sens que si on l'applique à la somme d'un langage, donc à l'union de deux langages, eh ben c'est la même chose que de l'appliquer à chaque partie séparément. Et on pourrait montrer que toutes les fonctions linéaires sur sigma étoile, ben c'est des sommes de fonctions de ce type-là. Et alors, c'est quoi U-1? Ben on voit que U-1, c'est une fonction qui est l'inverse de cette fonction de concaténation. Alors inversement, ça ne marche pas aussi bien que l'inverse de fonction sur les entiers. Mais on ne peut pas dire que U de U-1 de L, c'est exactement L, c'est juste inclus. Donc ça c'est quoi? Ça prend les mots qui commencent par U dans L, et ça retire le préfixe, et après on le rajoute. Donc là ce qu'on va perdre en fait, c'est tous les mots qui n'ont pas un préfixe U dans L. Donc c'est inclus, mais c'est généralement pas égal. Donc on peut voir U-1 comme une fonction sur les langages. Okay. Et comment on peut l'interpréter cette fonction? C'est la fonction qui vous dit qu'est-ce que je peux encore lire dans le langage, qui appartient au langage après avoir lu U. Alors pourquoi ça a une relation avec les automates? Prenez un automate, alors on va prendre un automate déterministe. On va supposer qu'il est déterministe ici. Et vous vous posez la question, c'est quoi U-1? Donc on prend le langage reconnu par A, on va l'appeler L, parfois L de A. C'est quoi les mots qui sont reconnus après avoir lu U? Par exemple, si je lis, si je prends U qui est égal à A BB, ça c'est tous les mots reconnus après avoir lu A, B et B. Et donc finalement, c'est tous les mots qui sont acceptés dans l'automate si on démarrait à l'état 1 au lieu de démarrer à l'état 0. Donc pour n'importe quel mot U, alors ça peut être plus simple si l'automate est complet, mais s'il n'est pas complet, on a une sorte d'état vide. Pour n'importe quel mot U, on prend l'état QU dans l'automate déterministe auquel on arrive en lisant U. Okay. Et bien à cet état-là, on peut associer un langage. Et ce langage-là, ça va être exactement le résiduel pour U du langage accepté par l'automate. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc ça c'est bien, maintenant on a un mapping depuis tous les états de l'automate vers l'ensemble des résiduels du langage reconnu par A. Donc, je remets une couche. L'ensemble des mots acceptés par un automate, quand on commence par un certain état de appelons-le QU, okay, c'est exactement U-1 de L. Et on retrouve les propriétés
qu'on a vu sur -1, qui dit en gros que si je reconnais un mot U, puis il y a un A, et ensuite il y a L, ça c'est la même chose. Pop, pop, pop. Si jamais je veux reconnaître quelque chose qui commence par UA dans L, eh ben je prends tout ce qui commence par U, et à partir de ça, je prends tout ce qui commence par A. Alors, j'ai pris comme hypothèse que mon automate était déterministe. Dans le cas où il est déterministe et complet, pour tout mot U, je sais qu'il y a un unique état QU auquel j'atterris, dans lequel j'atterris. Si l'automate n'est pas complet, ou même s'il est non déterministe, alors les définitions sont à peu près les mêmes. À la différence que des fois on peut avoir un ensemble vide d'états, ou un ensemble qui n'est pas un singleton d'états atteints. Voilà. Mais le reste des définitions est à peu près pareil. Donc au lieu d'un seul état, on va considérer des sous-ensembles d'états. Donc ça nous donne une intuition du lien qui est entre dérivée et automate. Est-ce qu'on peut avoir la même intuition avec les expressions régulières? Alors ça c'est simple. Le résiduel dans une expression régulière, ça serait l'expression, donc on part d'une expression régulière E, on va poser la question, qu'est-ce qui se passe après avoir lu la lettre A? Okay. Donc on va essayer de construire une expression régulière qu'on va appeler dA de E, la dérivée de E par A, qui va matcher exactement tous les mots U, tels que AU est matché par E. Donc tous les mots qui correspondent au langage A-1 de L de E. Alors l'intérêt, ça va être de montrer qu'on peut définir cette dérivée de manière syntaxique, en prenant juste la définition de l'expression régulière. Alors vous allez voir, on va faire un lien entre dérivatif et dérivé sur les fonctions. Donc avec les notations qu'on avait ensemblistes, on avait dit que ce que j'appelle 0, c'est l'ensemble, c'est le langage vide. Et ce que j'appelle 1, alors ça va être aussi appelé lambda, c'est le langage qui contient le singleton epsilon. Alors si j'ai pas de mot, qu'est-ce que je peux avoir comme mot après avoir lu un A? Bah rien, parce que je n'ai pas de mot pour commencer. Donc la dérivée de 0, c'est 0. Pareil pour epsilon, le mot d'epsilon, il commence pas, un mot dans lambda, dans 1, il ne peut pas commencer par A, donc j'ai pas de mot. Par contre, si j'ai A, alors on a dit qu'on écrivait, donc A en tant que langage, c'est le langage qui contient simplement un mot, qui est le mot A epsilon. Donc, dans ce langage-là, si jamais on a lu un A, qu'est-ce qu'il reste à lire? Il reste à lire juste epsilon. Donc on a bien A-1 du langage A, c'est epsilon. Par contre, si mon langage contient juste la lettre B, eh ben, c'est 0. Donc, je ne peux pas lire un A quand mon mot commence par B. Donc ça nous fait les constantes. Et puis ça nous fait les constructeurs. Donc on a une expression régulière, on peut faire l'union, la concaténation ou l'étoile. Ben, pour l'union, la dérivée de E1 union E2, c'est la dérivée de E1 union la dérivée de E2. Si j'ai un mot qui est dans l'union, je peux la trouver dans une des deux parties, ou les deux. Donc nécessairement, elle doit être dans la dérivée de E1 ou dans la dérivée de E2.
Alors la concaténation, ça va être un peu plus compliqué, on va l'expliquer après. Un mot qui commence par A dans E1.E2. Alors soit ça vient d'un mot qui est dans E1, auquel on a retiré le premier A. Donc ça fait cette partie-là. Mais il y a aussi le cas où dans E1, on a epsilon, on a le mot vide. Et donc un mot de E1 suivi de E2, ça peut être un mot de E2 dans ce cas-là. Donc on va définir cette fonction qui me teste si E1 contient le mot epsilon. Donc si c'est vrai, on va dire que c'est 1, si c'est faux, c'est vide. Donc dans le cas où E1 contient epsilon, on peut aussi avoir un mot, on peut avoir la suite des mots de E2 qui commencent par un A. Alors ça, c'est la définition de l'étoile. Et pour l'étoile, en fait, il suffit de se souvenir que E étoile, c'est la même chose que epsilon, ou E suivi de E étoile. Et si on utilise les définitions d'avant, on a une explication de cette égalité. Donc il faut prendre ça comme des règles que vous avez dû voir sur la dérivée des fonctions. Donc f plus g', c'est f' plus g', ouais, sur les fonctions réelles, par exemple. Donc ces règles-là, vous pouvez soit les apprendre par cœur, un peu comme celle-là, soit essayer de comprendre d'où elles viennent. Alors, donc ici, on a expliqué pourquoi elles étaient valides. Alors oui, voilà donc le lien. Donc, pour les constantes, on a exactement la même chose que... il faut imaginer une constante comme une fonction constante. Et donc pour le produit, la concaténation, elle va se comporter un peu comme la multiplication. Et donc pour l'itération, je vous ai expliqué le lien. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier la règle sur la concaténation? Donc, je vous répète, on essaye de prendre les mots qui sont matchés par E1.E2 et de repérer parmi ceux-là tous ceux qui commencent par A, donc qui ont un préfixe A, et on veut matcher ce qui reste. Donc il y a deux cas. Donc on a un mot, on cherche des mots de la forme A, V1, V2 qui sont dans E1.E2. Donc le premier cas, c'est que AV1 il vient de E1. Donc là, AV1 là il est en bleu, il vient de E1. Donc le reste, V1, V2, bah, il est là, V1 vient de la dérivée de E1, suivi par un mot de E2. Ou si E1, si epsilon est matché dans E1, et bien on pourrait voir que A, V1, V2 en fait vient de match E2. Et à ce moment-là, le mot qui reste, c'est dans la dérivée de E2. Donc voilà la justification. Alors un exemple. On avait vu le... Donc ici on prend l'expression régulière A plus B puissance n. Donc ça c'est tous les mots formés de A ou de B de longueur exactement n. Ben, si on prend la dérivée, donc A plus B puissance n, alors on va supposer que n est plus grand que 1. C'est A plus B suivi de A plus B puissance n moins 1. Ce mot-là, il ne peut pas matcher epsilon. Okay. Et on n'a que dA de A plus B, bah, c'est lambda. Parce que ça, c'est égal à dA de A plus dA de B. Ça, c'est vide. Okay. Donc c'est ce que j'écris aussi 1. 1 plus 0, c'est 1. Donc on retrouve un peu la même chose que delta de x puissance n sur delta x, c'est n fois x puissance n moins 1.
sauf qu'ici, on ne multiplie pas par n sur les chaînes de caractères. Mais on baisse le degré. Alors la dérivée de a plus b étoile, c'est quoi? Ben, il faut imaginer que a plus b étoile, c'est un peu comme la somme de 0 à l'infini de a plus b puissance n. Donc quand vous dérivez, vous avez encore tous les mots qui contiennent que des a et des b. Alors un exemple un peu plus compliqué, donc ça, c'est l'expression régulière qui correspond aux automates de Debrun, qu'on avait donné comme exemple d'automates dont la déterminisation explose. Donc ça, c'est la concaténation de trois expressions régulières. Donc c'est n'importe quel mot qui contient des a et des b, suivi d'un a, qui se trouve à position n-1, n plus 1 pardon, de la fin. Donc ça, c'est taille n. Là, il y a un a, et puis il y a n'importe quoi avant. Donc c'est quoi la dérivée de ça? C'est une concaténation. Donc la concaténation de ça avec a pour a plus b. Et ça match epsilon. Donc, le résultat, ça va être la somme. C'est quoi la dérivée de a plus b étoile par a? C'est a plus b étoile. Donc le premier membre de Jn, c'est Jn. La dérivée de Jn, c'est Jn. Et le second membre, c'est la dérivée donc, de a concaténé à a plus b puissance n. On a un a au début. Donc ça, c'est a plus b puissance n. Si on dérive par rapport à b, le second membre, c'est la dérivée par rapport à b d'un mot qui commence par a, donc c'est vide. Donc ça, c'est égal à Jn. Donc c'est juste une manipulation symbolique de dérivée, un peu comme vous sauriez dériver une fonction analytique qui contient des polynômes, des cosinus, des exponentielles. Vous appliquez juste les règles de dérivation qu'on a vues ici. Alors, c'est quoi l'application qu'en fait Brozovsky? Ça va nous donner une construction qui prend une expression régulière et qui va nous donner un automate qui est cette fois-ci déterministe. Alors imaginons qu'on parte d'une expression régulière E0 et qu'on veuille construire un automate qui soit équivalent dans le sens qu'il reconnaisse exactement le même ensemble de langages. Le même ensemble de mots, pardon, le même langage. Et bien, l'idée, c'est de dire, on va commencer par un état initial qui correspond à l'expression de départ. Okay. Donc, je vais reconnaître les mots matchés par E0. Qu'est-ce qui se passe si je lis un A? Ben, je vais aller dans un état où je vais essayer de matcher l'expression régulière, qui sont les mots, enfin qui sont les suffixes des mots qui commençaient par A et reconnus par E0. Et par B, là je fais la dérivée par rapport à B de E0. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que cet automate, il va être nécessairement déterministe, puisque pour chaque expression, il y a une seule dérivée possible pour une lettre. Okay. Alors, il se peut que ça aille vers l'expression vide, que j'ai appelée 0. Il se peut que je retombe en faisant la dérivée sur une expression que j'ai déjà vue avant. Alors, je vais m'autoriser à simplifier. Donc, si jamais j'ai E plus 0, par exemple, je vais me permettre de dire que ça, c'est équivalent à E. Et de petit à petit, ça va me construire un automate. Alors le défaut de cette construction, pour le moment, on n'est pas sûr qu'elle termine. Alors on a vu, par exemple, que la dérivée d'une expression, elle peut être plus grande que l'expression de départ.
Donc en tant que tel, c'est pas gagné que ma construction termine. Par contre, si elle termine, bah, j'ai bien un automate qui est déterministe et qui est équivalent au langage. En plus, ma construction, elle fait un automate qui est complet, parce que j'ai des transitions pour tous les mots. Ah oui, dernier point que j'ai oublié de mentionner, ça va être quoi les états? Donc j'ai l'état initial, c'est mon expression de départ. Ça va être quoi les états finaux, les états acceptants? C'est tous les états qui correspondent à une expression dans laquelle je peux m'arrêter, donc qui accepte le mot vide, le mot epsilon. Voilà. Parce qu'on peut s'y arrêter. Alors un défaut de cette méthode, bah, c'est que rien ne nous dit que je ne vais pas non plus générer deux expressions à un moment qui sont équivalentes sémantiquement, donc qui reconnaissent le même langage, mais qui sont syntaxiquement différentes. Donc on n'est pas certain que l'automate qui est généré est le plus petit possible. Alors je vais essayer de vous montrer la construction sur un exemple. On va reprendre un exemple un peu gros, mais qui est celui qu'on avait vu déjà en cours. Donc il va nous permettre de prendre, de voir plein de cas possibles. Donc pour ça, je vais passer sur un tableau un peu plus grand. Vous reconnaissez ici l'exemple qu'on a vu dans le premier cours sur un protocole de communication. Donc le langage que j'essaye de reconnaître, ça correspond à donc c'est des mots qui correspondent à des envois de trames. Donc une communication doit commencer par un beginning. Après, il y a des trames de données. Il peut y avoir de la correction d'erreurs. Donc il y a des trames qui contiennent des messages qui contiennent des compteurs. Et après, il y a une trame qui signale la fin, donc le end. Donc il y a begin, end, et entre les deux, des T qui peuvent être suivis par des C. Et dans certains cas, on peut avoir un S à la fin. Donc ça va être mon alphabet. Alors le protocole, donc ça il avait été donné sous forme d'exigence textuelle. On avait construit un automate, alors qui était un automate non déterministe. Et donc je vous dis, j'aurais pu aussi exprimer ce protocole à l'aide d'une expression régulière, qui me dit exactement la même chose. Mon protocole, c'est l'union de deux protocoles possibles. Soit j'envoie des messages non sécurisés où je préviens que je démarre, j'envoie plein de T, et après je signale la fin, mais je ne m'inquiète pas de savoir si des T ont été perdus. Donc j'envoie pas de code correcteur. Ou bien je suis un peu plus parano, et je démarre, et ensuite toutes les deux trames, j'envoie un C. Et ça, je peux le faire. Donc le plus, là, il dit quoi? Il dit que je peux, en milieu de protocole non sûr, me mettre à vouloir m'assurer. Donc dès que j'ai des C, en plus de finir, il faut que j'envoie une somme à la fin pour vérifier. Ok. Donc ma question, c'est est-ce que finalement cette expression régulière et cet automate, ils correspondent au même langage? Alors je pourrais essayer de transformer l'automate en expression régulière, mais après il faudrait que je compare si deux expressions régulières sont égales. Ça, on n'a pas vu de méthode encore en cours. Ou je pourrais essayer de transformer ça en automate, et puis comparer les deux automates. Donc, pour simplifier, donc je vais appeler ça R0, ça va être mon expression de départ. Puis ça, c'est un sous-terme qu'on va reconnaître souvent, je vais l'appeler alpha. Okay. Donc je vais me poser la question, quelle est la dérivée de R0?
c'est la taille. Quelle est la dérivée de l'expression R0 par la lettre B? Donc j'ai un plus, donc ça, alors on va la faire une fois tout doucement. Donc ça va être la dérivée de bt étoile de E par B, plus la dérivée de B plus bt plus suivi de alpha. Ça c'est aussi une somme. Donc la dérivée de R0, c'est la somme de trois dérivées. Dérivée par B, quelque chose qui commence par B, ça va être T étoile de E. Ici, ça commence encore par B, donc ça va être la dérivée par B de alpha. Et là, ça va être ça va être T plus de alpha. Ok. Donc ça, je vais l'appeler R1. Alors la dérivée par B, pardon, c'est pas la dérivée par B de alpha, c'est alpha tout court. Donc voilà, excusez-moi, donc la dérivée par B de B alpha, c'est la dérivée par B de B suivi de alpha, plus, alors est-ce que c'est possible de matcher epsilon avec l'expression régulière B? Non. Donc le second terme ici il disparaît. Et ça c'est égal à 1. Et 1 suivi de alpha, c'est égal à alpha. Alors. On va essayer. Donc j'ai ma dérivée ici de R0. Donc on a dit c'est T étoile E ou alpha. Donc alpha ça va être ça. Ou T plus suivi de alpha. Ouais. Alors ici, pardon, ici c'est un E. Est-ce que ça vient de là? Ah, est-ce que alpha plus T plus alpha? Oui, on pourrait l'écrire T étoile alpha. Ouais, pourquoi pas? Donc, soit on prend l'algorithme à la lettre et on fait vraiment la dérivée. Et effectivement, on peut avoir des expressions comme ça qui grossissent. Soit on essaye d'être un peu plus malin et on fait ces ordres Donc on applique des lois algébriques qui nous disent effectivement, ça c'est la même chose que de dire epsilon suivi de alpha. Et donc si on... Alors je vais vous le faire. Donc le raisonnement de votre collègue, c'est de dire que ça, c'est égal à epsilon alpha plus t plus alpha. Et donc je peux factoriser à droite. Et epsilon ou une séquence non nulle de t, c'est la même chose que t étoile. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a que depuis R0, je vais arriver à une autre expression régulière qui s'appelle R1. Je n'ai pas de raison de penser que R1 est égal à R0. En fait, je suis même sûr que ce n'est pas égal parce que ici, je ne peux pas reconnaître de B au début. Okay, donc ils sont différents. Qu'est-ce qui se passerait si je faisais la dérivée par rapport à t, R0? Bah, ce terme-là, il serait nul, parce que ça ne peut pas commencer par un t. Pareil ici. Donc, avec ma construction, en
fait, si je fais T, C, E ou S, j'arrive à l'expression régulière 0, qui est un état puits. Ici, c'est 0. Donc là, j'ai fini en fait toutes les dérivées tous les dérivatifs de R0. J'ai un état R1 que j'ai pas fini d'explorer. Donc on va se poser la question, est-ce qu'on peut dériver R1 par rapport à B? Bah non. Puisque ni T, ni E, ni alpha en fait ne peuvent commencer par B. Okay. Donc on aurait ça. On peut par contre dériver par rapport à T. Donc on a la dérivée d'une somme. Okay. On va dériver par T, T étoile E, ou T étoile alpha. Alors ici, ça va être un peu plus compliqué puisque T étoile peut matcher epsilon. Donc on a deux cas, on va avoir T epsilon. La dérivée par T de T epsilon, c'est T star. Excusez-moi. La dérivée par T de T star, c'est T star. Mais comme ça peut être aussi epsilon, on va avoir la dérivée par rapport à T de E. Mais ça, c'est 0. Pareil, on peut avoir T étoile alpha, ou la dérivée par rapport à T de alpha. Alors la dérivée par rapport à T de alpha, bah, alpha c'est T suivi de T suivi de C étoile. Ok. Donc, ici on va avoir T étoile E plus T étoile alpha plus TC de TTC étoile ES, c'est alpha. Ou, comme ça match epsilon, la dérivée par rapport à T de ES, mais ça c'est vide. Donc ici on reconnaît, en fait, R1 c'est la dérivée pardon, de R1, c'est R1 ou un mot qui est matché par T suivi de C suivi de alpha. Ça c'est clair? Donc c'est une expression qui est différente de R1. Est-ce que est-ce qu'on pourrait avoir un C en début d'un mot matché par R1? Bah, pas ici, ni ici. Okay. Donc, par contre, on pourrait avoir un E, puisque la dérivée puisque T étoile peut matcher epsilon. Si on fait la dérivée par E de R1, on va la développer. Ça serait la dérivée par rapport à E de T étoile, suivi de E, plus, alors est-ce que T étoile match epsilon? Oui. Donc ça serait la dérivée par rapport à E de E, plus, pareil, un cas possible, ce serait la dérivée par rapport à E de alpha, mais oui, ça serait ça serait équivalent à la dérivée par rapport à E de ES. Donc la dérivée par rapport à E de T étoile, bah, c'est vide. La dérivée par rapport à E de E, c'est epsilon. Hein. On appelle ça lambda ou 1. Et la dérivée par rapport à E de E suivi de S, c'est S. C'est une expression régulière ici, 1 plus S. Donc on retrouve le fait que depuis l'état initial, après avoir lu B, T, E, B, T, E, pour être dans l'état 2 ou dans l'état 6,
Et donc je pourrais soit accepter epsilon, soit accepter le mot S. Voilà. Alors autre chose, cette expression-là, ouais, d'accord. Bon, je le fais juste après, je termine juste pour dire, ici l'expression régulière 1 plus S, elle peut accepter epsilon, donc ça va être un état final. Alors, euh, on va effacer tout ça. Donc la question, alors, dt de alpha, donc on a dit que alpha c'était TTC étoile suivi de ES. Donc on a le dérivé d'une séquence. Et le premier élément de la séquence match epsilon. Donc ça va faire dt de TTC étoile ou dt de ES. Et ça c'est vide. On ne peut pas commencer par un T. TTC étoile, c'est la même chose que TTC suivi de TTC étoile. Alors ce qu'on avait dit aussi, pardon, la dérivée de étoile, c'est la même chose que dériver E et mettre ensuite E étoile. Et donc ça, c'est TC suivi de... pardon, c'est DT suivi de ES ou ça suivi de... Donc ça, c'est suivi de ES. Donc ça nous donne TTC étoile ES. Et ça, c'est alpha. Donc la dérivée par rapport à T de alpha, on peut la noter, on aura besoin. C'est TC de alpha. C'est quoi la dérivée par rapport à E de alpha? Donc encore une fois, on a une séquence. Ça serait la dérivée par rapport à E de la première partie. Et une séquence qui ne contient pas de E, sa dérivée, ça va être vide. Okay. Ou la dérivée par rapport à E de ES. Donc E suivi de S. Donc ça, c'est S tout court. Est-ce que ça répond à la question? Donc il faut vous imaginer le premier jour où vous avez vu les dérivés, avec plein de règles sur la somme, la multiplication. Euh, ça a l'air un peu compliqué au début, mais en fait, soit vous appliquez les règles bêtement, et vous allez y arriver, soit ce que je vous conseille, c'est d'appliquer les règles et de quand même réfléchir à savoir si le résultat que vous obtenez est cohérent. Donc c'est quoi dt de R1? C'est une expression qui doit matcher ce que je lis après avoir lu un T. Okay. Après avoir lu un T là-dedans, je peux encore avoir T étoile E ou T étoile A, mais je peux aussi avoir E tout court. Okay.
On pourrait continuer. Euh, donc là, je peux lire un E. Je peux me poser la question de savoir c'est quoi la dérivée euh, par rapport à t. Donc ça, on va appeler ça R2. R2, c'est R1 plus TCA. TC alpha, pardon. C'est quoi la dérivée par rapport à t de R2? Ben, c'est la dérivée par rapport à t de R1 plus C alpha. Et la dérivée par rapport à t de R1, ben, c'est ce qu'on avait appelé R2. Donc ici, on a R3 qui est égal à R2 plus C alpha. Donc c'est aussi R1 plus TC alpha plus C alpha. Si vous voyez où on arrive. Donc en continuant avec un E, on arrive ici, blablabli, blablabla. Donc je vais m'arrêter là, mais vous voyez que même si on a des expressions un peu compliquées, en suivant les règles petit à petit, on construit un automate qui ressemble fortement à l'automate déterministe qu'on avait calculé lors du dernier cours en utilisant la subset construction, la power set construction. Donc ça, c'est l'ensemble des mots reconnus quand on part de l'état 0. Ça, c'est l'ensemble des mots reconnus quand on part de l'état 1 ou 3. Donc il y a un lien entre ces ensembles d'états et ces expressions régulières et ces dérivatifs. Voilà. Donc, alors pour faire les TD, pour comprendre un peu ce qui se passe, je vous engage à relire les règles de dérivation qui sont données ici. Vous allez voir, l'intérêt des expressions régulières, c'est qu'on peut toujours se ramener à un petit nombre de constructeurs. Hein. Le E+, c'est juste E suivi de étoile, par exemple. Et donc, avec juste ces règles, hein, qui sont assez proches des règles que vous avez apprises en terminale hein, sur la dérivée de fonctions, vous allez pouvoir calculer les dérivatifs. Alors, maintenant, c'est quoi l'impact en termes de langage? Donc, les dérivatifs, ça calcule ce qu'on appelle des résiduels. Donc, ça c'est ce qu'on a vu, le rappel du début. Un résiduel, c'est qu'est-ce qui reste d'un langage après avoir lu un préfixe. Alors, on peut, à partir de cette construction, définir une notion d'équivalence. Et on va utiliser un quotient. Donc, on va dire deux mots sont égaux par L s'ils ont le même dérivatif pour L. Donc là, je vais dire U est égal à V si le langage qui reste après avoir lu, U, c'est le même langage que celui qui reste après avoir lu V, en partant de L. Ok? Alors, depuis le début du cours, on a vu différentes notions de rationalité pour le langage. Donc le langage L, il va être dit régulier ou rationnel. Donc, ce qu'on a vu, c'est la définition de base qu'on a donnée, c'est si ce langage peut être reconnu par un automate à état fini. Okay. Ce qu'on a vu juste après, c'est équivalent de dire qu'il est reconnu par correspond au langage reconnu accepté par une expression régulière. Donc ça, c'est
il y a une troisième manière de le définir. Un langage va être dit rationnel si la relation d'équivalence entre mots, qui est définie par le langage, okay, égale L, elle a un nombre fini de classes d'équivalence. Pour vous le dessiner, vous prenez des mots, vous prenez l'ensemble des mots de sigma étoile, et puis vous les mettez dans la même classe s'ils ont le même résiduel pour L. Okay. Et puis vous comptez combien vous avez de classes à la fin. Donc ça, c'est une relation d'équivalence, parce qu'elle est symétrique, transitive, réflexive. Vous prenez le quotient, donc les classes d'équivalence, et vous regardez combien vous avez de classes, combien vous avez de groupes de mots comme ça. Et bien, si vous en avez un nombre fini, c'est une définition du fait que le langage est rationnel. Alors, c'est quoi le rapport entre ces deux? Ben, on a vu qu'en fait, il y avait un mapping, une équivalence entre les mots qui ont le même résiduel. Donc, U1 équivalent à U2 pour L, ben, ça veut dire qu'ils ont le même résiduel. Donc, les mots qui ont le même résiduel et le fait d'arriver dans le même état de l'automate qui accepte L. Et donc le fait d'avoir un nombre fini de résiduels, enfin de classes d'équivalence, bah, ça correspond en fait à avoir un automate qui a un nombre fini d'états. Alors pourquoi là tout d'un coup je me suis mis à parler de langage rationnel plutôt que langage régulier? Ben, c'est exactement la notion de rationnel que vous avez dû voir quand vous étiez petit avec les nombres rationnels. Donc un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut avoir une écriture infinie, mais qui se répète. Okay, donc il y a un nombre fini de classes de développement. Okay. Alors pour ceux qui sont allés jusqu'en prépa, on retrouve aussi l'idée de rationnel sur les ensembles dans lesquels tous les idéaux peuvent se décomposer comme somme finie d'idéaux principaux. Et dans les langages, donc dans sigma étoile, il y a aussi une notion d'idéal. Par exemple, U de L, c'est un idéal inclus dans le langage L, U-1 de L. Et donc, on a le même théorème que tout idéal dans les langages réguliers, rationnels, ça va être une somme d'un nombre fini d'idéaux de la forme U-1 de L. Donc c'est pour ça que souvent vous me verrez utiliser rationnel ou régulier de manière interchangeable. Et donc maintenant on a une caractérisation des langages rationnels, réguliers, qui a trois facettes. Donc on a toujours la facette automate. Donc les réguliers, c'est ceux qui sont reconnus par automate à état fini ou par expression régulière. Et maintenant, on a une caractérisation qui est purement au niveau des ensemblistes. Donc vous me donnez un langage, un ensemble possiblement infini de mots. Je vais construire de manière symbolique, hein, parce qu'il on ne pourrait pas le construire avec un ordinateur, l'ensemble des résiduels pour tous les mots, si le langage est infini. Et puis, tous ces résiduels, je vais tester lesquels sont égaux entre eux. Ça va me donner des classes d'équivalence. Et si j'ai un nombre fini de classes d'équivalence, j'ai une définition, enfin j'ai une caractérisation que le langage est régulier. Et en fait, avec ces classes d'équivalence, je peux en gros construire un automate à état fini. Donc un état par classe d'équivalence et la table de transition donnée par la relation. Okay. Si j'ai une classe d'équivalence qui contient AU, j'ai une transition vers la classe d'équivalence qui contient U-1 de L. Okay.
Alors cette troisième nouvelle caractérisation des ensembles réguliers, elle n'a aucune application informatique. Donc on ne peut pas s'en servir pour faire du pattern matching ou pour retrouver des mots de manière efficace dans une base de données. Par contre, elle vous permet de répondre à des questions typiquement mathématiques, par exemple des problèmes d'existence ou d'unicité. Alors, typiquement, si je vous posais la question, est-ce que tel langage est régulier ou pas? Alors, des fois, on peut répondre de manière affirmative en construisant un automate, une expression régulière. Mais comment on fait pour répondre négativement? Je vous donne un langage qui n'est pas régulier et je veux un test qui me permet de dire il n'y a aucune chance pour moi de construire un automate qui le reconnaisse. Un automate à état fini. Donc on va pouvoir utiliser ce théorème de Milne-Hérode. Alors un exemple assez célèbre, c'est on prend le langage qui composait tous les mots de la forme. Donc une séquence de A suivie d'une séquence de B, donc un sous-ensemble de A étoile, B étoile, mais dans lequel j'ai exactement le même nombre de A que de B. Donc ça, c'est un langage qui contient epsilon, AB, AA, BB, AAA, BBB, etc. Donc, est-ce qu'il est possible de construire un automate à état fini qui accepte exactement ce langage? Donc, on peut prendre quelque chose un état initial qui est acceptant, ok, et puis après un A, un B, quelque chose qui est acceptant, ou bien ici, si j'ai un A, je pourrais accepter 2B, etc. Donc on pourrait commencer à construire l'automate qui, par exemple, reconnaît tous les mots de taille plus petite que 100, et puis continuer, et rien ne me dit qu'au bout d'un moment, je ne vais pas avoir un automate qui est le bon. Alors, je peux me poser la question des dérivatifs. C'est quoi A-1 de SNN, donc les mots dans lesquels il y a autant de A que de B? Vous voyez que ça contient B, ça contient A, B, B. En fait, ça va contenir tous les mots de la forme A étoile, B étoile, dans lequel il y a un B de plus que de A. C'est ce qu'on peut appeler SN, N plus 1. Et donc si on fait aussi le résidu par le mot AA, ça c'est la même chose que A-1, A-1 du langage, on trouve tous les mots, il y a 2 B de plus que de A. Et vous voyez que ces deux ensembles-là, ils sont différents. Parce que BB est là-dedans, mais pas là-dedans. Donc celui-là, il est différent de celui-là, il est différent de celui-là. Et donc j'ai une famille infinie d'ensembles de langages qui sont dans les dérivatifs de mon langage de départ et qui sont tous différents les uns les autres. Donc c'est impossible pour moi, ça serait impossible qu'il y ait un ensemble fini de classes d'équivalence par les dérivatifs. Donc là, j'ai une preuve que ce langage-là, il n'est pas régulier. Donc il n'y a aucun automate à état fini, aucune expression régulière qui matche exactement ces mots-là. Donc on a quelque chose qui est très intéressant, c'est 3 vues différentes de la même classe de langage. Une par automate, l'autre par expression régulière qui est proche de ce qu'on appelle une logique. Donc c'est une manière déclarative. Okay. Donc les automates, ils sont opérationnels. Ça vous donne une machine pour reconnaître un langage. Les expressions régulières, elles sont déclaratives. Alors déclaratif, c'est comme les langages fonctionnels, ils sont appelés langages déclaratifs. C'est une description de à quoi ressemblent les mots du langage, okay, sous forme d'une expression. Et donc une troisième, qui est purement mathématique, qui est sur le caractère fini d'un quotient par une relation
d'équivalence. Et donc quand on a des questions sur les langages, on peut passer de l'un à l'autre pour prouver. Alors qu'est-ce qu'on a vu en cours? Donc ça, ce diagramme-là, c'est tout ce que vous êtes censé retenir pour toutes les constructions utiles. Ok, voilà, c'est le diagramme. Donc on a vu qu'on peut passer du jaune au bleu à l'orange. Et pour chacun, on a vu une construction pratique. Donc la première qu'on a vue, on peut passer d'automate déterministe à non déterministe en utilisant donc, la subset construction, l'algorithme qui construit l'automate déterministe. Alors le passage de NFA à DFA, il peut exploser. Le passage de DFA à NFA, en fait la classe est inclue dans l'autre, donc ça n'a pas de sens. On sait passer d'automate à expression régulière en utilisant le lemme d'Arden. Donc si vous avez un automate et vous voulez une expression régulière, vous utilisez le système d'équations qui a la même structure que l'automate, et puis vous le résolvez, et ça vous donne une expression régulière. Pour passer d'expression régulière à automate, donc on avait vu la dernière fois Thomson, ça vous donne un automate qui est possiblement non déterministe. On en a vu une autre aujourd'hui qui utilisait le dérivé. Et maintenant, pour passer d'un langage avec un nombre fini d'expressions, enfin de résiduels, ça, il n'y a pas de construction vraiment informatique, mais ça peut être utile donc pour prouver des résultats d'existence ou d'unicité. Alors, d'autres applications du théorème de Milne-Mérode. Donc, en gros, ça sert à vérifier si un langage est possiblement rationnel ou pas. Donc, ce langage-là, on a vu, il n'est pas rationnel. Parce qu'il y a un nombre non borné de résiduels. Qu'est-ce qui se passe si jamais on borne le nombre, donc la taille du mot? En fait, même si on mettait ici 10 gigas, 10 milliards de milliards, en fait, c'est un langage qui est fini. Donc, si vous avez un langage qui est fini à la base, okay, là, il a moins de 1 milliard de mots, bah, ces résiduels, ils sont plus petits que le langage de départ, et ils sont finis aussi. Donc, on va avoir un nombre fini. Alors, par contre, l'automate qui correspond, il risque d'être très gros. On va avoir 1 milliard de classes. Mais toujours un nombre fini. Donc ça, c'est bon. Alors ici, on a un langage qu'on va appeler S. Voilà. Donc des mots dans lesquels on a des A suivis par des B. Donc ça, on peut se rendre compte que c'est A étoile, B étoile. Ou on peut essayer de calculer le résiduel. Donc le résiduel par A de ce langage-là, eh ben, c'est le langage lui-même. Parce que j'ai encore tous les mots qui commencent par A, suivis par des B. Et le résiduel par B de L, ah bah lui, ça va être tous les mots de la forme BM. Donc ça va être B étoile. Et donc, vous voyez que ce langage-là, L, il a que 3 résiduels possibles. Lui-même, B étoile ou le vide. Donc si on prend un état qui correspond au langage, si on lit un A, on y reste. Si on lit un B, on va arriver dans une classe qui correspond au langage B étoile. Okay. Si on lit un A ici, on va arriver sur vide, qui est un état puits.
Et alors, quels sont les états finaux de cet automate? Ben, c'est ceux qui peuvent reconnaître le mot vide, donc qui ont le mot vide dans le résiduel. Et vous voyez qu'en regardant les résiduels de ce langage-là, j'en ai obtenu 3 qui me permettent de construire un automate qui a 3 états. Et on sait que cet automate-là, il est minimal, parce que si on avait un automate qui avait un état de moins, ça voudrait dire qu'il y a 2 résiduels possibles au langage, alors qu'on voit qu'il y en a au moins 3. Donc on sait que tous les automates déterministes, pour ce langage, ils ont au minimum 3 états. Alors peut-être un truc moins évident, est-ce que ce langage-là, il est rationnel ou pas? C'est tous les mots de la forme inclus dans A étoile, B étoile, dans lequel, si je fais la somme du nombre de A et la somme du nombre de B, ils sont divisibles par 5. Ils sont égaux à 0 modulo 5. Alors, là, c'est plus compliqué d'écrire une expression régulière qui correspond à ce langage. Alors, est-ce qu'on pourrait construire un automate? Moi, ce serait possible. Mais on peut se poser la question, c'est quoi le résiduel? Donc on va appeler pareil, à nouveau ce langage, on va l'appeler L. C'est quoi le résiduel par A du langage L? Ça serait tous les mots de la forme ANBM, dans lequel N plus M est égal à 4 modulo 5, parce qu'on a retiré un A. Ok. Donc si ça, je l'appelle A5, pardon, L5, ça serait L4. Et vous voyez que le résiduel par rapport à A de L4, c'est L3. Et au bout d'un moment, on va tomber à L0, mais L0, c'est la même chose que L5. On va peut-être l'appeler L0. C'est quoi le dérivatif par rapport à B de L0? Ben, c'est tous les mots de la forme B étoile, mais dans lequel, enfin B puissance M, mais dans lequel M, il est égal à 4 modulo 5. Donc ça serait B puissance M, dans lequel donc ça, on va appeler ça L' de 4. Et vous voyez que B-1 de L' de 4, c'est L' de 3, etc. jusqu'à ce qu'on retombe à 0. Et le dérivatif par rapport à A des langages L', bah, c'est le vide. Donc on voit qu'au final, on va avoir 11 dérivatifs possibles qui vont correspondre à 11 classes d'équivalence, un nombre fini. Donc ce langage-là, il est bien régulier. Et je sais même construire un automate à état fini avec 11 états qui va le reconnaître. Alors même que je n'ai pas d'expression régulière. Okay, j'ai utilisé les dérivatifs, les résiduels. Donc un autre langage, mais je ne vais pas passer trop de temps dessus, je pense qu'on le voit en cours. Ce qu'on appelle le langage de Dix, c'est le langage des mots bien parenthésés. Donc, alors vous avez deux manières de le présenter. Soit vous utilisez comme symbole les parenthèses. On va dire par exemple que A c'est la parenthèse ouvrante et le contraire de A bar, c'est la parenthèse fermante. Vous voyez que ce mot-là, il s'écrit comme ça.
Ce mot-là, il s'écrit... Voilà. Donc c'est un peu la même chose que des arbres aussi. Okay. Donc les mots parenthésés, c'est un peu comme des arbres. Est-ce que ce langage-là est rationnel? Eh ben, qu'est-ce qui se passe si jamais... est-ce qu'il peut commencer... Enfin, est-ce qu'il y a des résiduels, par exemple, pour abar? Ben non. Un mot ne peut pas commencer par une parenthèse fermante. Et c'est quoi les mots, les résiduels par rapport à une parenthèse ouvrante? Vous voyez, c'est un langage qui contient soit la parenthèse fermante, soit ça, soit ça, dans lequel il manque une parenthèse au début. Et on va avoir un peu le même phénomène qu'avec les AN, BN. Ici, c'est une sorte de langage des mots bien parenthésés qui penche à droite, enfin presque bien parenthésé. Il manque une parenthèse à gauche. Et si jamais on fait A-1 de A-1 de L, donc le résiduel par rapport au mot AA, donc au double parenthésage, on va avoir des mots presque bien parenthésés, mais auxquels il manque deux parenthèses ouvrantes. Et ainsi de suite. Il va en manquer n, n plus 1. Donc une famille infinie de dérivatifs. Et donc on a une preuve que les langages bien parenthésés, qui a une place de choix en informatique, c'est pas des langages réguliers. Alors à plusieurs endroits du cours, quand on a déterminisé, je vous ai dit, on a un résultat, il est déterministe, mais on aurait pu avoir un autre déterministe qui reconnaît exactement le même langage et qui a moins d'états. Alors là, on fait une petite aparté jusqu'à la fin du cours pour parler de minimalité. Alors j'ai deux exemples d'automates ici. Donc cet automate, il reconnaît quoi? Il reconnaît le langage A étoile, B étoile. Pardon, A plus B étoile. J'accepte n'importe quelle séquence de A et de B. Alors cet automate-là, est-ce que cet automate est déterministe? Il a un seul état initial. Et depuis chaque état, il n'y a qu'une seule manière de lire A ou B. Donc ici, c'est d'aller dans 1. Le A, il va dans 2, le B, voilà, il n'y a qu'un seul choix. Et ici, il n'y a qu'un seul choix. Donc cet automate, il est aussi déterministe. Quels sont les mots qui sont acceptés? En fait, tous ces états sont acceptants. Donc, il va accepter, lui aussi, A plus B étoile. Donc, les deux automates sont équivalents, ils sont déterministes, ils sont complets. Mais ils n'ont pas du tout la même tête. Donc, comment est-ce qu'on pourrait tester? Donc, on voudrait pouvoir répondre à deux questions. On me donne deux automates. Est-ce qu'ils sont égaux? Est-ce qu'ils reconnaissent le même langage? Et maintenant, on me donne un automate tout seul, déterministe. Est-ce que je peux le minimiser et donc trouver le plus petit en nombre d'états qui reconnaissent toujours le même langage? Donc, je vais vous montrer un algorithme qui est basé sur une idée de partitionnement, de raffinement de partitionnement. Alors, il va y avoir plein d'applications à la minimisation. Bon, tout d'abord, imaginons que vous faites de l'apprentissage. Ce que vous apprenez, vous faites de l'apprentissage de langage. Vous allez peut-être apprendre un automate. Vous voulez le minimiser pour minimiser la représentation de votre base d'apprentissage. Ça a aussi une utilisation pour faire des preuves, donc en mathématiques. Ça vous donne un représentant canonique. Okay. Donc vous avez une classe d'équivalence d'automates déterministes. Donc on va dire deux automates sont équivalents s'ils reconnaissent le même langage.
est-ce que dans cette classe d'équivalence, j'ai un représentant unique, canonique? Bah oui, ça va être le minimal. Et donc pour tester si deux automates sont égaux, bah, il suffit de les déterminiser, de les minimiser et de vérifier si le résultat c'est le même. Voilà. Donc ça vous donne une réponse à est-ce que c'est décidable de vérifier que deux automates de langage régulier sont égaux. Comment vérifier que deux expressions régulières sont équivalentes? On les transforme en automates, on déterminise, on minimise. Voilà. Donc ça nous donne un test d'équivalence. Donc comment on va minimiser? Ben, maintenant qu'on a vu le théorème de Milne-Hérode, on sait finalement que deux états sont équivalents s'ils reconnaissent le même langage. Donc on va essayer de retrouver dans un automate deux états qui correspondent au même résiduel, au même langage. Alors, il y a un test qui est simple, enfin une condition nécessaire qui est assez simple. P et Q sont équivalents, donc ils correspondent au même langage. Bah, si P est terminal, donc il accepte epsilon, bah, il faut nécessairement que Q soit terminal aussi. Okay. Donc forcément, si deux états sont équivalents, soit ils sont tous les deux finaux, soit ils sont tous les deux pas finaux. Okay. Et en plus, s'ils sont équivalents, bah, si P est équivalent à Q et que je fais une transition étiquetée par A depuis P, bah, j'ai intérêt à tomber sur des états qui sont équivalents à ceux que j'obtiens en faisant une transition par A depuis Q. Donc ils doivent avoir les mêmes résiduels. Bon, on va construire un automate qui est basé là-dessus. Il va considérer au départ que tous les états sont égaux. Et après, il va tester si donc on va mettre toutes les paires équivalentes. Et il va tester si pour chaque paire, ben, on a ces deux critères. Donc si j'ai une paire qui est constituée d'un état qui est final et pas l'autre, ben, je vais dire ah non, je vais retirer cette paire de mon pool d'équivalence. Et puis si j'ai une paire qui a des transitions vers des états qui ne peuvent pas être équivalents, je vais aussi les retirer. Donc petit à petit, je vais couper mon partitionnement et je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive à un point fixe. Je n'arrive plus à couper. Et on va prouver que le résultat qu'on obtient, il contient le plus grand nombre possible d'équivalences entre états. Donc je commence. En gros, on met tous les états ensemble. Okay. On va splitter donc, des états qui sont finaux, qui ne peuvent pas être égaux à des états qui ne sont pas finaux. Donc on va commencer à partitionner l'ensemble des états en deux. Okay. Donc tout cela, ils sont potentiellement égaux entre eux. Ceux-là, ils sont potentiellement égaux entre eux. Et puis maintenant, on va regarder. Ici, j'ai des transitions qui restent dans ma classe d'états non finaux. Par contre, cet état-là, lui, il est capable de faire un A et d'aller vers un état qui est dans une autre classe. Donc cet état-là et cet état-là, ils ne peuvent pas être les mêmes. Donc je vais les séparer. Donc là, maintenant, je vais avoir trois classes. Je vais continuer comme ça, à peut-être séparer, jusqu'à ce que j'ai terminé. Alors on va voir ça sur un exemple. Alors là, c'est un automate avec deux états finaux, 0 et 3. Donc, je reconnais epsilon, je reconnais A, A, B, je reconnais A, A, B, A, A, B. Donc là, j'ai un automate qui reconnaît tous les mots de la forme A, A, B, étoile. Et mon automate, il est déterministe. Alors, il n'est pas complet, mais il est clairement déterministe. Il n'y a qu'une seule transition qui sort à chaque fois. Donc, c'est quoi ma partition de départ?
A priori, les états 0 et 3 ils peuvent être équivalents, parce qu'ils sont tous les deux finaux. Et les états non finaux, 1, 2, 4 et 5, sont possiblement équivalents. Okay, parce qu'eux, ils permettent le langage qui leur est associé, donc le résiduel, hein, ne contient pas epsilon. Donc ils peuvent être. Il y a une chance pour que cela soit équivalent entre eux. Ça me donne ma partition en deux ensembles. Donc les violets et les oranges. Maintenant, si je regarde les états qui sont dans le violet, bah, les deux peuvent faire un A, et quand ils font un A, ça les amène dans l'orange. Donc j'ai pas de raison de penser que 0 et 3 ne sont pas équivalents. Par contre, 2, ils peuvent faire un B et aller en violet. 5 aussi. Donc 2 et 5, ils sont possiblement. Ils ont les mêmes ils ont le même type de successeur par B. Par contre, 1 et 4, ils ne peuvent pas faire de B. Par contre, tous les deux, ils peuvent faire un A et aller vers un orange. Donc ça me dit quoi? Ça me dit que 1 et 4 se ressemblent, 2 et 5 se ressemblent, mais 1 et 2 ne se ressemblent pas. Donc je vais devoir couper les oranges. Donc ça me donne 3 classes maintenant. Okay. Excusez-moi. Et donc maintenant, si je prends 2 et 5, bah 2 et 5, ils ont tous les deux le même comportement. Ils ne peuvent pas faire de A, et quand ils font un B, ils vont dans le violet. Donc je ne peux pas les distinguer. 1 et 4, je ne peux pas les distinguer. 0 et 3, je ne peux pas les distinguer. Donc mon algorithme se termine. Et ça me donne et je mets ensemble les automates, enfin les états équivalents. Et donc ça me donne cet automate-là, qui reconnaît aussi A, B étoile. Donc ça, c'est un algorithme qui a été proposé dans les années 70 par Hopcroft, qui est assez simple, okay, et qui a une bonne propriété, c'est qu'on peut, en gros, on a un point fixe, une itération, mais on peut borner l'itération. Parce qu'à chaque itération, je vais diviser un des ensembles, je vais le couper en deux. Alors pas forcément en deux parts égales, mais je vais au moins décroître la taille d'un des partitionnements de 1. Donc on peut faire au plus Q, enfin N partitions, où N c'est le nombre d'états initiaux. Okay. Donc en réfléchissant un peu, j'ai vu que vous faisiez un peu le master CORM en programmation fonctionnelle. Ça vous donne en fait une complexité en N sigma de log N. Parce que pour chaque partition, il se peut qu'on ait besoin d'aller regarder tous les symboles possibles. Donc ça, c'est la taille de l'alphabet. Et donc, la complexité, elle est pseudo-linéaire, elle est en n log n. Voilà. Alors, la minimisation, c'est en fait une opération qui est vraiment très utile, par exemple en vérification automatique, en model checking. Et donc, même une complexité pseudo-linéaire, c'est trop. Donc quand on manipule des automates qui ont des milliards et des milliards d'états. Donc il y a des algorithmes qui sont encore plus efficaces. Un des problèmes aussi ici, c'est qu'il faut qu'on parte d'un automate qui est déterministe. Donc possiblement, il faut le déterminiser d'abord, ce qui fait que le n ici est en fait peut-être une exponentielle, quand on a besoin de déterminiser. Et donc il y a des algos plus récents, dont un algo de Moore dont je ne vais pas vous parler. Je vous donnerai quelques références plus tard. Alors je vais prendre un exemple quand même plus. L'automate que je vous ai pris là au départ, il était simplissime.
On va voir un exemple plus réaliste. Voilà. Donc on va considérer cet automate-là. Alors cet automate, il a un seul état initial. Si on regarde, il est bien déterministe. Donc là, il n'y a pas d'epsilon de transition. Et je peux faire des A ou des B, mais j'ai jamais qu'un seul choix. Okay. Donc si on se met à partitionner, ben on voit qu'il y a des états qui sont acceptants. Il y a 11, il y a 8, 5, il y a 6, 12. Et il y a des états qui ne sont pas acceptants. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Donc j'ai une partition au départ. Donc je vais avoir 1, 3, 4, 7, 9 et 10. Donc tout cela, ils peuvent être équivalents de A2. Donc je les mets dans la classe verte. Et puis j'ai l'ensemble des terminaux qui contiennent 2, 5, 6, 8, 11 et 12. Alors, ben maintenant, donc là j'ai deux classes. Il faut que je prenne chacune de ces classes, que j'énumère les états qui sont dedans et que je regarde s'ils ont le même comportement. Alors si on va prendre la classe que j'ai dessinée en jaune ici. Donc si on regarde les jaunes, 11 il n'a pas de transition qui sorte. Okay. Par contre 6, qui est aussi jaune, lui il peut faire un B. Il peut faire un A. 5 il peut faire un A et un B. 2 aussi. 8 non et 12 non. Donc on voit que ces états-là, hein, 11, 8 et 12, ils sont dans la même, pour le moment, ils sont dans la même classe que 2, 5 et 6, parce qu'ils sont finaux, ils sont terminaux. Mais d'un autre côté, ils savent pas faire de A ou de B. Donc ils sont nécessairement, ils peuvent pas être dans la même classe d'équivalence que 2, 5 et 6. Donc ça me dit quoi? Hop. Alors 8, 11 et 12, ils ont pas d'autre transition. Donc eux, on peut même dire que c'est fini, on n'a plus besoin d'aller les voir. On sait qu'ils seront toujours dans la même classe d'équivalence. Il n'y a aucun moyen de la partitionner. Okay. C'est bon. Donc ça me laisse maintenant 2, 5 et 6. Alors 2, 5 et 6, quand ils font des A et des B, ils vont vers du vert. Donc ils ont l'air d'être équivalents. Alors maintenant, regardons les verts. Est-ce que les verts, ils ont des comportements différents? Ben là, par exemple, on voit que 3, quand il fait un A, il va vers bleu, alors que 1, quand il fait un A, il va vers jaune. Donc 1 et 3, il n'y a pas de moyen qu'ils soient dans la même classe. En fait, si on regarde 1, A vers jaune, B vers vert, alors que 3, il fait bleu et jaune. Pardon. 4, il fait bleu et jaune. 7, il fait 7, il fait pas de A. 10 non plus. Et 9, il fait le A vers bleu et le B vers jaune. Donc, ça nous donne l'impression que 7 et 10 sont équivalents à ce niveau-là. Parce que 7 et 10, ils ne peuvent pas faire de A. Et 3, 4, 9,
Donc on va les faire, comment on va les faire? On va les faire comme ça. 7 et 10, comme ça. 3, 4 et 9, ils ont le même comportement d'aller en jaune ou en bleu, qui vont être ensemble. Et 1, par contre, il est différent des autres. Alors 1, il est dans un partitionnement tout seul, donc il n'y a aucune chance. Enfin, on ne peut plus le partitionner de plus, donc ça c'est minimal. Ça c'est minimal. Donc maintenant, il nous reste à voir, est-ce qu'on peut partitionner encore plus? 3, 4, 9 et 2, 5, 6. Alors, on va. Donc on a lui qui est tout seul. On a 8, 11 et 12 qui sont dans une classe à eux-mêmes. On a 3, 4 et 9 qui sont dans une classe à eux-mêmes. On a 7 et 10 différents. Et on a, chercher une troisième couleur, 2, 5, 6 qui sont gris, qui sont différents. Donc là maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 classes. Donc elle, on ne peut pas la splitter. Est-ce qu'on peut splitter la classe 2, 5, 6? Bah, ils sont tous de la forme un B vers un rose et un A vers un vert. Donc on ne peut pas les splitter. Est-ce qu'on peut splitter 7 et 10? Non. D'ailleurs, ils vont tous les deux vers le même état, avec un B. Est-ce qu'on peut splitter 3, 4, 9? Ils sont tous les deux de la forme un A m'amène à un bleu et un B m'amène à un gris. Bah donc j'ai terminé. Et donc ça va me donner un automate donc, dans lequel je vais fusionner. Donc j'ai une classe Uchal pour 1 qui est un état initial. Quand je fais un B, j'arrive dans 3. Mais 3, il est fusionné avec 3, 4 et 9. Quand je fais un A, je vais vers 2. Mais 2, il est fusionné vers 2, 5 et 6. Okay. Depuis 3, 4 et 9, si je fais un A, je vais vers la classe 8, 11, 12. Et 2, 5, 6, pardon, et 3, 4, 9, si je fais un B, je vais vers 2, 5, 6. Voilà. Et 2, 5, 6, si je fais un A, je vais vers 3, 4, 9. Et si je fais un B, je vais vers 7, 10. Alors 8, 11 et 12, ils n'ont pas de successeur. Par contre, 7 et 10, ils peuvent faire un B. Elle est là. Et alors, qui sont les états finaux? Bah, c'est les classes qui contiennent des états finaux. Donc c'est 8, 11, 12 et 2, 5, 6. Donc je suis parti d'un automate déterministe qui a 12 états et j'ai obtenu un automate déterministe qui a 5 états. Voilà. Donc les algorithmes de raffinement, donc là on s'en est servi pour minimiser. En fait, ils sont aussi utiles pour prouver l'équivalence entre des automates. Alors l'idée, je ne vais pas l'écrire, mais je peux vous la donner à l'oral. Vous pouvez prendre le produit de deux automates. On avait vu comment faire l'union, l'intersection des langages en faisant des produits. Vous pouvez faire l'automate produit, le produit cartésien, et ensuite vérifier par partitionnement
que les états, enfin vous pouvez toujours accéder aux états, aux paires d'états acceptants des deux, et qui sont équivalents. Et ça vous donne un algorithme, une méthode pour prouver que les deux automates reconnaissent le même langage. Donc on parle de bisimilarité. C'est une notion que vous verrez peut-être dans votre cours de vérification. Directement sans minimiser. Donc c'est une application au-delà de la minimisation. Donc une autre application, c'est de prouver l'équivalence entre expressions régulières. Alors, par exemple, est-ce que l'expression R3 est équivalente à l'expression R1? Eh bien, R1, donc on peut construire un automate déterministe à partir de R1 en prenant sa dérivée. La dérivée de R1 par rapport à A, c'est R1. Et par rapport à B, c'est R1. R1, pardon. Et R1 accepte le mot epsilon, donc c'est un état final. Donc on retrouve un automate, donc l'automate minimal déterministe qui reconnaît A plus B étoile, c'est celui-là, c'est simple. Par contre, R3, il est moins évident. Donc, en utilisant les résultats qu'on a vus du cours, on peut se demander c'est quoi la dérivée par rapport à A de R3. R3, c'est une étoile, donc il faut qu'on déplie une fois à l'intérieur. Donc ça va être la dérivée de A étoile ou B A étoile. La dérivée de ça par rapport à A, ça va être A étoile, suivi de R3. Et la dérivée par rapport à B de R3, il faut déplier encore une fois. La dérivée par rapport à B de A étoile, c'est 0. Par contre, la dérivée par rapport à B de B A étoile, c'est A étoile. Donc ça va me donner A étoile de R3. Donc si on construit un automate déterministe pour l'expression régulière R3, alors cette expression, elle reconnaît epsilon, donc elle est aussi finale. Par contre, si on fait un A ou un B, on ne boucle pas sur R3, on va sur A étoile R3. La dérivée par rapport à A de A étoile R3, c'est A étoile R3. Par contre, la dérivée par rapport à B, c'est la dérivée par rapport à B de R3, mais c'est aussi A étoile R3. Hop. Est-ce que ces deux automates déterministes sont équivalents? On peut minimiser celui-là. Donc si on le minimise, donc ça serait l'état 0, ça serait l'état 1. On va avoir une partition dans laquelle on a 0 et 1 qui sont tous les deux finaux. Et en fait, quand on fait un A, on reste dans 0,1, et quand on fait un B, on reste dans 0,1. Donc ça nous donne un automate qui n'a qu'un seul état, dans lequel on peut faire des A et des B, qui est final. C'est exactement l'automate pour R1. Donc ces deux-là sont égaux. Donc les deux expressions R3 et R1 reconnaissent le même ensemble de mots. Voilà. Donc voilà une application pratique de Brozovsky plus minimisation.